ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, Homa ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yeah. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. قدموا واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله. Fréquence Foot. Libre sur le web. Bonsoir les amis, bienvenue sur Radio Ma'arif, le podcast foot avec ce soir une équipe encore une fois inédite sur ma droite, Amin Rahmouni, qu'on ne présente plus tant il s'est illustré dans les précédentes éditions. Salut à toi Amin. Bonsoir les amis, bonsoir Reda. Et à ma gauche, un nouvel entrant de turnover est imposé par les circonstances, vu que Amin Zekalaoui, qui est à ma gauche, effectivement, Mehdi Zekalaoui, était en Russie, où il a couvert les stades de Loujniki et de Saint-Pétersbourg et de Kaliningrad. De tes encouragements, marhaba bik Mehdi. Merci Reda, bonsoir tout le monde, bonsoir Amin, merci pour l'invitation. Alors, première chose, tu dois préciser ton pseudo sur Twitter, parce que les gens ont des choses, vont vouloir réagir à tes théories. Donc, comment tu t'appelles sur Twitter? Mehdo83. Mehdo83. Ouais, c'est ça. Yessalam. Voilà, marhaba bikoum. Premier thème que je soumets à vos analyses brillantes, j'espère. Est-ce que entre Hervé Renard qui fait des tweets énigmatiques, la FRMF qui se tait, on attend, alors qu'on a prolongé normalement son contrat il y a quelques semaines ou quelques mois, est-ce qu'on n'est pas dans un moment de grand cafouillage, les amis? Certainement. Je pense que le public Barry Arf Renard va continuer ou pas. Ça, c'est la seule information qui intéresse les gens. Barré plus, même Barré Renard a dit parce que Nez Barré Renard est exactement, la majorité Barré Renard est pas ou Barré Arfo Hetchi rapidement. Il y a quand même une canne dans une année à peu près. Ouais, c'est ça, juin prochain. Donc Mabkawalo. Et donc bien sûr que c'est une. Et les éliminatoires commencent en septembre. Exactement, on a déjà fait un premier match qui ne vaut pour rien contre le Cameroun. Ouais, qu'on a perdu. Qu'on a perdu d'ailleurs. Et donc bien sûr que c'est un petit cafouillage. Surtout que quand tu as une petite euphorie après les matchs de la Coupe du Monde, donc les gens étaient un peu heureux par rapport à ce qu'a fait l'équipe nationale. Mais d'abord, il faut Qatar, l'Algérie, il vaut mieux que Hachizamesses ou tu trouves l'information rapidement. Il va rester ou là il va quitter. Bien sûr, on préfère qu'il reste. Mais il faut avoir une information. Mais c'est pas un peu décevant comme ça de parce qu'en fait, s'il part, on va être clair, en termes de projet sportif, je ne sais pas quel projet sportif on lui propose par ailleurs. Ça m'étonnerait que ce soit une équipe européenne, donc on est plutôt dans de l'Asie ou du Qatar, comme tu l'as dit, ou bien une sélection qui va jouer pas l'Euro, mais une Coupe d'Afrique, une Coupe asiatique. Le projet sportif, il est comparable avec celui que lui propose le Maroc. Donc c'est plus le côté financier. Est-ce que c'est pas un peu décevant ça, Amine? Sans être... je suis peut-être romantique ou naïf, mais ça m'embête un peu ça. Oui, décevant maintenant. Est-ce que le sélectionneur actuel a les mêmes attentes par rapport à son futur footballistique à venir que nous par rapport au nôtre? C'est tout. En fait, il faudrait les faire converger et c'est pas toujours évident. Maintenant, pour être précis, je pense que tout ça est parti à mon sens, des bisbilles qui ont commencé juste après le match contre l'Iran. Donc Menatia, Haji, Renard effectivement qui ne fait aucune déclaration à ce sujet. Par la suite, donc on a postulé, parce que tout ça reste de l'ordre du postulat, vu qu'il n'y a pas eu de déclaration. On a postulé qu'il y avait une ambiance qui n'était pas si bonne que ça, qu'on s'est un petit peu leurré. Et par la suite, oui, voilà, c'est ce que voilà. Donc tout est parti de là, parce qu'à aucun moment, juste avant l'Iran, on parlait d'un départ de Renard. Donc après, par la suite, à partir de là, si, Amine, excuse-moi. Quand on s'approchait un peu de la sélection marocaine, on savait bien que dans la phase de préparation de la Coupe du Monde, Renard n'était pas super heureux de la façon dont ça se déroulait, en particulier. Il y avait des petites tensions. Oui, on le connaît, petites tensions effectivement. On a parlé de petites tensions avec au sujet d'un diététicien pendant la phase de Ramadan. Tout ça, on l'a bien suivi. Mais à aucun moment on a passé un départ de Renard, parce qu'on se disait Renard a prolongé jusqu'en 2022, donc on l'a plus ou moins assuré. Après, il était pas possible de parler de départ de Renard, parce que Renard n'avait pas encore démontré ce qu'il allait faire en Coupe du Monde. Exactement. Donc aujourd'hui, quand tu sors d'une Coupe du Monde
d'aucuns penseraient plus ou moins réussi. Après, il faudra analyser tout ça à tête reposée. On peut penser qu'effectivement Renard aujourd'hui aura plus d'offres qu'il n'aurait pu en avoir avant la Coupe du Monde, et on parle effectivement d'une offre du Qatar qui avoisinerait les 2,5 millions de dirhams par mois, une offre de 4 ans, donc Qatar qui lui proposerait de mener son équipe, la préparer dès maintenant jusqu'au mondial qui se déroulera chez elle, donc la prochaine Moi, édition. ce qui me dérange dans ce que Maintenant, tu dis, pour répondre à ta question, ouais. effectivement, Reda, je trouve que c'est un petit peu décevant parce qu'on aurait pu, aujourd'hui, nous avons des grandes attentes par rapport à une équipe en perpétuelle construction. Et on se dit effectivement que cette équipe-là qui a réussi une Coupe du Monde relativement honorable peut avoir des visées supplémentaires, notamment la Coupe d'Afrique à venir. Il ne peut l'avoir qu'avec Renard, parce qu'effectivement, après 10 ans de flottement, on dit que ce garçon, je mets Elina en fait un peu schmildienne, quoi qu'on le veuille ou pas. Oui, une Coupe du Monde honorable, mais avec beaucoup de regrets quand même. Surtout lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec l'Espagne ou le Portugal après. Oui, certes honorable, mais كاين شي حوايج اللي كنا نقدروا نديروهم احسن. Après, il faut, bien sûr, moi j'espère que Renard va continuer, mais il faut quand même se poser quelques questions et se remettre faire un bilan comme n'importe qui l'a fait. Exactement. Les Allemands, après leur élimination, ont dû faire leur bilan. Ils ont décidé de maintenir Joachim Löw à la tête de leur équipe. Il faudra que l'on fasse, nous aussi, c'est obligé. Maintenant, Reda pose une question qui est très très juste, effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas décevant? Après, j'ai envie de te répondre à Reda que nous sommes dans un marché mondial, celui du football. Oui, mais le marché des sélectionneurs effectivement, en Europe, il est un peu protégé. C'est-à-dire que c'est d'autres profils. Deschamps, il peut gagner beaucoup plus, je sais pas, au PSG ou à Marseille, qui voudrait bien le récupérer, mais globalement, il est là où il est. C'est pas uniquement motivé parce que il est à la quête du titre ultime. Exactement. Pour un entraîneur. Il est à la tête d'une sélection. Mais c'est limite pas le même métier. Mondial. C'est pas le même métier. Effectivement. Là, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, pour Renard, on le sait bien, on l'a rencontré pour des émissions ailleurs. Enfin, le personnage, on sait bien qu'il a une revanche à prendre, que son but ultime aujourd'hui, c'est de revenir en Ligue 1 pour prouver à ses pairs, effectivement, qu'il peut entraîner. Si entre-temps, il peut aller se faire des pépettes ailleurs et un palmarès ailleurs aussi, parce qu'on sait bien aussi que même avant la Coupe du Monde, des infos ont fuité, peut-être pas partout, qu'il se serait positionné sur d'autres équipes asiatiques beaucoup plus prestigieuses qui l'ont recalé. Et tu penses à quoi là? Mais tu peux le dire. Hein, oui, on parle du Japon. On parle du Japon, qu'un CV a été déposé, qu'il a été recalé. Après, tout ça reste la rumeur, il n'y a pas d'information sortie. On parlerait du Japon recalé pour des considérations avant tout tactiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont estimé que son profil aujourd'hui ne convenait pas à une équipe comme le Japon. Attends, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Le Japon cherchait un sélectionneur après le départ de Alilodzic. C'est-à-dire avant la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, effectivement. Après, il peut se proposer pour après la Coupe du Monde. On n'a pas encore les détails. L'idée, c'était après le départ de Alilodzic, le Japon a reçu plusieurs CV, dont éventuellement celui de Renard. Tu es en train de nous dire tranquillou, c'est pas parce qu'on est sur internet qu'on peut dire n'importe quoi. Non, moi j'assume ce que je dis. Que Renard aurait pu planter le Maroc juste avant la Coupe du Monde. Non, pour après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, d'accord. Non, jamais avant la Coupe du Monde. Il allait faire une presque Lopetegui, c'est ça? Ça c'est un thème que j'avais prévu. Après, encore une fois, tout ça, c'est des remontées d'informations qui se font goutte à goutte, qu'il faudra éclaircir avec lui par la suite. Et maintenant, par rapport à ta question tout à l'heure, Renard a fait donc aujourd'hui mardi 3 juillet une vidéo sur le site de 2M.ma, parce qu'il faut bien la citer, dans son retour, dans l'avion de retour, où il explicitait qu'il avait un contrat jusqu'en 2022 qu'il comptait l'honorer et qu'il avait toujours pas rencontré le président de la fédération avec qui il allait discuter d'un éventuel futur, à savoir ou peut-être une revalorisation, on ne sait pas. Donc il faudra peut-être attendre. Voilà, écoute, c'est aujourd'hui l'extension du domaine du marché, c'est-à-dire qu'avant c'était le genre de choses qu'on attendait des joueurs, maintenant c'est des comportements également de sélectionneurs. De plus en plus, mais bon. Ça te choque là, honnêtement? Ouais. Vraiment. Oui, parce que on est dans une situation bizarre au Maroc et dans les pays souvent africains. C'est-à-dire que à l'exception de Aliou Cissé, les techniciens, les sélectionneurs africains ont des profils différents des sélectionneurs européens. C'est-à-dire que c'est des Européens qui viennent en Afrique, qui n'ont pas fatalement génétiquement ou bien culturellement un lien très fort avec. On avait Faria. Tu imagines pas qu'on ait eu ce genre de discussion avec Faria, ou tu imagines pas que Deschamps ait ce genre de discussion, ou Domenech, ou tu vois, on est dans un marché qui est un peu spécial, qui est celui du sélectionneur étranger. Un peu, comment dire, j'ai pas envie de dire mercenaire, mais ça va dans cette direction, quoi. Moi, le problème que je pourrais avoir, c'est que il pourra pas après expliquer que c'est pour des raisons sportives. C'est clair. S'il quitte le Maroc. Parce que s'il quitte pour une équipe africaine, c'est la même chose. Il va jouer la CAN, les qualifications pour la Coupe du Monde.
une équipe asiatique, qu'est-ce qu'il va jouer? Le Coupe de l'Asie? C'est encore moins codé que la CAN. Exactement, que la CAN. Moi, très Il va jouer honnêtement, des qualifs qui sont assez simples, surtout s'il part dans une équipe qui se qualifie souvent. à la Moi, Coupe du très Monde. honnêtement, je pense que s'il devait Donc, partir qu'est-ce dans qui une reste? équipe asiatique comme le Qatar, à qui on lui donnerait carte blanche pendant 4 ans pour construire une équipe compétitive pour la Coupe du Monde, moi, je le mettrais personnellement dans un avion et qui parte là. Le problème, Mais- voilà. reste sur le Qatar, là, Mais, parce que c'est intéressant, parce qu'imagine si le chiffre que tu annonces est vrai, c'est-à-dire de 250 000 euros en gros par mois, ce qui est à peu près ce qu'avait Guéretz. Hein. Oui, oui. Moi, ce qui me dérange, c'est pas tellement qu'on, je sais pas si on a. Information que Renard a démenti aujourd'hui. D'accord, donc on n'en parle plus. On peut ne pas en parler, effectivement. Après, il peut ne pas être de bonne foi, hein, dans l'absolu. Les tractations n'ont jamais été posées. Comme tu dis si bien, le Lopetegui, on a eu une preuve récente qu'effectivement tout ça il est pas obligé de bonne foi. Bien sûr, avant qu'elle soit signée, bien entendu. Parler de la valeur. Le problème, c'est que quel que soit le chiffre, il met la fédération dans la situation suivante de soit accéder à ses demandes dans une certaine mesure, en tout cas de combler le gap, et ça va le fragiliser vis-à-vis de l'opinion marocaine. C'est-à-dire qu'au premier faux pas, on va se retrouver avec une affaire Guéretz bis. Exactement. Voilà. Et ça, c'est la situation pour moi la plus pourrie qu'on peut trouver autour de l'équipe nationale. C'est C'est-à-dire ce qu'il faut débat, éviter. C'est ce qu'il faut éviter. le débat permanent sur le salaire, etc., qu'on a super mal géré dans le cas de Guéretz. Hein. Par contre, j'aimerais juste avoir une réponse pour clore un petit peu tout ça. C'est que moi, ça me choque pas parce que je trouve aujourd'hui nous sommes dans un marché mondial. C'est pas choquant. Ouais, non, parce que Reda était choquant. Reda était choquant. Moi, aujourd'hui, ça me choque pas. Je pense que ces gens-là, un monsieur comme Guéretz, même si je pense qu'il a fait preuve quand même pas mal d'abnégation, tu voyais clairement de l'envie par rapport à son équipe. Et c'est un garçon qui marche certainement à l'affect. Les déclarations de ses joueurs l'ont prouvé par la suite. Ces joueurs temps en bien qui voient rien qu'il avait auparavant. Donc je pense que quand il arrive dans un pays, il y met de l'affect véritablement. Ouais. Mais par la suite, je pense que c'est pas un monsieur à qui on a donné sa propre sélection nationale qui est chargé de monter au plus haut, au sommet de la montagne. Je pense que c'est un monsieur qui vient pour faire un job, à un prix donné, avec des objectifs donnés, et qu'aujourd'hui les jobs sont interchangeables en fonction de ce qu'on t'offre. Comme Troussier, comme tout le monde, Sauf qu'il a C'est à moins d'être à moins d'être un Joachim Löw, l'Allemagne, effectivement, tu es allemand avec ton équipe allemande. C'est d'autres profils. D'un Dédé, oui, bien sûr, mais d'un Didier Deschamps en France, d'un Southgate, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais dans ce cas-là, il Après, ne fallait le reste, pas c'est signer les un jobs. contrat jusqu'en 2022. Mais si entre temps tu peux avoir mieux parce que tu as fait une bonne Coupe du Monde et que tu es davantage bankable, pourquoi pas? Pourquoi tu profiterais pas et effectivement d'être au sommet de la montagne? Il a sécurisé, maintenant il va exactement. optimiser. Il a sécurisé, maintenant il veut optimiser. Mais moi peut-être il y a une troisième piste de réflexion. C'est-à-dire quand tu regardes un peu, moi j'ai préparé j'ai sorti la liste de Zaki qui a commencé les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. C'est le tour préliminaire avec le Guinée équatoriale. En quelle année? En novembre 2015, c'est-à-dire un peu moins que 3 ans. Alors gardien, on avait les mêmes qu'aujourd'hui, en tout cas les deux principaux, Monet et Yassine Bono. Il y avait Boulqadi qui était numéro 3. En défense, écoutez bien la liste avec laquelle on a démarré ces éliminatoires. Benatia, Shakir, Oulhaj, Abrahoun, Faddal, Adoua, Ashraf Zahar, Fouad Chafiq et Abdeltif Noussair. Voilà. Et devant, on avait, milieu de terrain, Ahmadi, Oubedi, Barrada, Qadouri, Sadan, Ziyech, Fajr. Devant, on avait Mustafa Al-Kabir, Youssef Arabi, Yassine Bamou, Adnan Tiredouini et Mohsin Yajour. Alors pourquoi je voulais vous citer cette liste? Parce que peut-être que Renard... J'ai compté 18 joueurs qui ne sont pas dans la liste actuelle. Qui ont disparu. Qui ont complètement disparu. Il y en a qui sont encore en Botola, il y en a qu'on ne suit plus. Mustafa Al-Kabir, je sais pense pas. que les deux tiers ont complètement disparu de la scène footballistique. Non, mais pourquoi je cite ça? Parce que premièrement, ça situe l'ampleur du travail qu'a fait Renard. Parce qu'il a commencé, à mon avis, de zéro quasiment. Voilà. Et de zéro, on en a récupéré beaucoup de joueurs qui étaient avant cette liste-là et qui sont revenus par la suite. Oui, mais qu'on avait estimé fini. Parce que cette liste, je crois, qui était sortie en plein débat, Botoliste. Sans doute. Et donc, il y a beaucoup de il a éteint sur ce débat déjà. Il a éteint ce débat. C'est pas rien. Il a éteint ce débat qui était un peu nauséabond. Ça dépend de la façon dont il était mené. Pour moi, il est légitime et il est mal mené. Et tu as donc il montre ça. Et peut-être qu'il se dit que il va avoir beaucoup de cadres qui vont partir et qu'il n'a pas fatalement la possibilité de faire beaucoup mieux en Cannes dans 12 mois. Moi, je suis entièrement d'accord. Surtout si il n'arrive pas à convaincre les Ahmadi et compagnie. Oui, mais je comprendrais qu'il part après la Cannes. Oui. Non,
Non. Ouais, moi je comprendrais aussi. Moi je comprendrais qu'il parte avant la CAN, parce qu'aujourd'hui s'il estime qu'il n'a pas les ressources et les armes nécessaires pour aller mener les combats, ben il y va pas. Mais ce sera ce sera non. pratiquement la même équipe. Bah non, pas pratiquement, parce qu'effectivement si tu perds, après tout ça c'est des conjectures, hein, Mehdi, on sait pas. Mais si comme il est prévu, tu perds 4-5 cadres d'ici là. Mais pourquoi tu vas les perdre dans une année? Parce année, tu vas pas les perdre. Bah si, parce qu'aujourd'hui si certains ont 33, 34 ans, peut-être qu'ils voudront pas aller au combat dans une CAN. Tu vas pas perdre Marabat, tu vas pas perdre Benatia. Si, Benatia, moi je pense que tu perds. Moi je pense que tu perds Benatia très très vite. Il y a 2 noms possibles, c'est Ahmadi et Boussoufa. Non, apparemment il y a déjà 4 joueurs qui auraient, encore une fois, parce qu'on n'a pas d'informations sur ça, qui auraient, bon, en fait, on analyse sur des conjectures. 4 joueurs qui auraient, au lendemain de l'élimination, annoncé leur départ de l'équipe nationale. Donc c'est Dacosta, auquel on ne pense pas. D'accord. Benatia, Ahmadi, Boussoufa. Donc on parle quand même de 4 gros cadres, hein. On parle pas de n'importe qui, on parle d'une colonne vertébrale d'une équipe. Je pense donc, que le doute de Renard n'y est pas pour rien. Sachant qu'on n'a pas de jeunes qui ont explosé, hein, même à leur poste. C'est pas impossible d'imaginer que Renard, avec son leadership, se pose avec ces cadres-là et leur présente un challenge qui est complètement acceptable. Et une seule compétition, exactement. Une seule compétition, voilà, et moi, qui se joue dans 12 mois. C'est pas très loin. Je pense pas qu'ils aient envie d'aller au Cameroun, très honnêtement. C'est pas des joueurs qui ont un problème avec leur futur, c'est-à-dire s'ils jouent la CAN, ils vont être un peu malmenés par leurs équipes. C'est des joueurs qui sont en plus, je m'excuse, on est au Maroc, on n'a pas gagné 5 CAN, on en a gagné une seule en 76, ça commence à dater. C'est un challenge, c'est pas évident que s'il reste, on va la gagner. Mais il y a quand même quelque chose d'excitant là-dedans, parce qu'on a un sentiment d'inachevé avec cette équipe-là. Elle a fait une Coupe du Monde, on est revenu depuis 20 ans, mais le titre qu'on peut gagner dans notre vie, c'est la CAN. Oui, mais là, encore une fois, si véritablement ces 4 joueurs ont véritablement encore émis le vœu de partir au lendemain de l'élimination, ça veut dire que ça fait pas partie de leur priorité. Tu sais que Benatia a émis un vœu de partir il y a 1 an. Ouais. C'est un cas un peu spécial. Exactement. Je suis pas sûr qu'on devrait le retenir. Les amis, on fait une petite pause et on revient tout de suite. Vous écoutez Radio Ma'arif. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, c'est le podcast foot avec Mehdi Zkraoui, Mehaido83 sur Twitter et Amin Rahmouni qui est sur Twitter. Comme son nom l'indique. Amin Rahmouni, voilà. On parlait de l'équipe du Maroc, on va rester encore quelques minutes parce que c'est quand même un gros sujet. Quand vous voyez l'Espagne et le Portugal sortir en 8e, le Japon qui fait trembler la Belgique, la Suède barragiste qui est en quart de finale, est-ce qu'on n'a pas un peu plus de perspective pour juger le parcours du Maroc? Est-ce que ça vous donne pas, en résumé, est-ce que ça n'énerve pas de se dire que finalement, on s'est peut-être fait des montagnes de sélections qui, aujourd'hui en Coupe du Monde, brillent surtout plus par leur nom que par leur jeu, en fait, voilà. Mehdi. Certainement, comme j'ai dit au début, il y a plus de regrets. Après sans voir Zama le parcours des autres équipes, Zama en pensant rien qu'au match qu'on a fait, il y a beaucoup de regrets. Le premier match contre l'Iran, Zama au minimum on devait faire match nul, on devait pas le perdre avec le match. Et ça quand il y a une chance d'avoir une possibilité d'être qualifié le deuxième ou le troisième match. C'est ce qu'on voulait, on voulait arriver au troisième. On voulait faire notre boulot contre l'Iran et chercher un exploit. Et finalement, on a presque trouvé l'exploit. Alors, on n'a pas fait le boulot. Exactement. Exactement. Alors que le match de l'Iran, si on le refait, les choses qu'on devait faire et qu'on n'avait pas fait, ça était très clair. On va pas parler encore une fois des arrières droit gauche, du positionnement d'Amrabat, de Fajr qui ne joue pas alors que le danger est arrivé à 100% sur des balles arrêtées. Mais bien sûr qu'on a beaucoup de regrets. Alors si on ajoute à cela le niveau du Portugal ou l'Espagne qu'on a vu après, et ce qu'ont fait les autres équipes comme la Suède, le Japon, comme vous dites, bien sûr ça fait encore plus de regrets. Emin, si je te dis qu'aujourd'hui on a des équipes nationales, on a un foot des nations qui est quand même nettement en dessous de ce qu'on voit en club et qui est très souvent basé sur des gros blocs et dans lesquels une individualité type Messi ou Ronaldo ne peut pas suffire à tirer vers le haut. Est-ce que je dis des bêtises? Vas-y. Je pense que sur les 5 ou 6 ou 7 dernières éditions de Coupe du Monde, les vainqueurs avaient toujours des génies dans leurs équipes. Donc je pense qu'une grosse individualité. C'était qui le génie de l'Allemagne en 2014? Pas spécialement. Quand même. Je pense que et pas que sur les 5 ou les 6. C'est toujours. Tu as besoin d'avoir du talent. Je pense que tu as besoin d'avoir. À part l'Argentine de Maradona,
je vois pas une équipe qui a gagné avec une seule individualité, Là, de tu as Messi. besoin d'avoir du talent. Mais après, si tu n'as qu'un Messi avec 10 chèvres autour, parce que même si je pense pas que ce soit des chèvres. Hein, C'est pas des chèvres. Hein. Bien sûr, Smith parle d'elle-même, mais pour répondre à la question de Reda, je pense que tu as besoin d'avoir du talent pour gagner. Aujourd'hui, pour moi, le constat, oui. Sur l'Argentine, quand tu compares à époque équivalente, les 10 Argentins qui sont autour de Messi aujourd'hui, par rapport à leur carrière, à leur statut en club, sont nettement au-dessus des 10 Argentins qui avaient autour de Maradona. Il y avait Burruchaga, il y avait Valdano. Mais t'avais Maradona. Et Burruchaga, à l'époque, il jouait à Nantes. C'était pas... Mais tu avais Maradona, effectivement, qui était un véritable extraterrestre. Je pense pas qu'aujourd'hui, cette performance pourrait se reproduire. Maintenant, aujourd'hui, par rapport au modèle que tu as décrit, les époques ont changé. Je pense qu'aujourd'hui, les équipes arrivent cramées en Coupe du Monde. Je pense que c'est une certitude. On l'a bien vu. J'aimerais bien savoir le nombre de matchs qu'avait joué Maradona la saison 86. Exactement. Aujourd'hui, un Ramos, c'est entre 60 et 70 matchs par an. Je crois qu'Oulian en a fait 70. Voilà, c'est ça. Entre 60 et 70. C'est une stat qui était sortie. C'est énorme pour des organismes à des rythmes ultra élevés qui n'ont rien à voir avec ceux d'avant. Moi, par exemple, ça m'agace de savoir que je vais regarder un Uruguay-France. Je suis très content de voir ce match. Sans Cavani. Ça m'agace. Ouais, bien sûr. Et quelque part dans un coin de ma tête, je me dis que ce bonhomme joue trop. Même si le PSG même si le PSG a moins joué, effectivement. tu sais, Ils jouent tous trop. Et d'ailleurs, la plupart des blessures qui se font, c'est pas des tacles appuyés, ce sont des blessures musculaires, ce qu'on appelle des blessures de fatigue. Ce sont des blessures de fatigue parce que ces joueurs-là enchaînent les matchs et les organismes ne suivent pas forcément, d'une part. Et deux, aussi, je pense que on s'est fait des montagnes, pour répondre à ta question, on s'est fait des montagnes de grandes équipes, mais qui n'ont pas réussi parce qu'effectivement, physiquement, c'était pas ça, et leurs leaders n'ont pas été là non plus. C'est-à-dire que Ronaldo a parlé triplé contre l'Espagne, le premier match. Il met un coup de boule parce que Da Costa lance au marquage contre le Maroc à la 4e minute. On ne le revoit pas. Ronaldo a été quasiment absent. Il devait même être exclu apparemment contre l'Iran. Par la suite, le match qu'il fait là, quand ils sont éliminés, on ne le voit pas non plus. Donc, effectivement, les leaders n'ont pas été au rendez-vous dans des équipes qui sont déjà physiquement diminuées. Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Mais à part les leaders, Amine, je vois pas, moi, dans cette Coupe du Monde aujourd'hui, de révélation type James il y a 4 ans, enfin ce genre de bonhomme qui explose en Coupe du Monde à la phase du monde. Ton Skilacci, c'est ça? Ah, je veux mon Skilacci. Mais tous les ans, il a raison, effectivement. Ouais, mais Skilacci, c'était typique. Ça pourrait en 90, être à la fin de cette Coupe du Monde. Une espèce de joueur un peu porté par. Voilà, peut-être ça peut être Favard. Si nous met un deuxième. Imagine vraiment qu'il nous mette. Par contre, ça peut être un Mbappé. Ça peut être un vrai Mbappé. Ça peut être Mbappé. Mbappé à la fin. C'est pas une révélation. C'est un joueur qui a été déjà vendu à 180 millions. Ouais, mais non, mais il a été vendu à 180 millions après 6 mois à Monaco seulement. C'est plus une révélation. Ça peut être une révélation de la Coupe du Monde. Oui, de la Coupe du Monde, c'est pas une révélation. Oui, ça sera une belle confirmation voilà, parce que pour moi, ce qui serait pas une révélation, c'est que Neymar fasse une grande Coupe du Monde ou que Eden Hazard fasse. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont fait au moins 5-6 saisons à haut niveau. Qu'est-ce qu'il a fait Mbappé? Il a fait 6 mois à Monaco, une année à Paris. Il a raison. Mbappé, il est titulaire dans un club qui prétend à la Ligue des Champions. Il prétend. Oui, mais il est là. Il est titulaire devant Di Maria. Tu le vois. Bon, Di Maria n'est plus que lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, Maradona devrait être titulaire devant Di Maria aujourd'hui. Bon, on reste sur ces équipes là. On a vu des beaux huitièmes. Moi, je me suis bien amusé. Je sais pas si ça vous a plu, mais moi j'ai une question. Est-ce que mon pote Mehdi, qui est grand raélien, Réalien, pardon. Est-ce que Raélien, c'est une secte. Quoique, c'est une secte aussi. Voilà. Est-ce que le Real a plombé la Coupe du Monde de l'Espagne? Bah, c'est sûr. Avec l'affaire de Lopetegui, c'est ça dont je parle. Après plan B, il n'y a pas que l'affaire de Lopetegui. Je pense qu'il y a aussi un problème de niveau. Parce qu'ils nous ont fait quand même une coupe du monde modèle Cannes, quoi. Exactement. Ils nous ont fait une Cannes un peu. Ça, on attend de ça d'une équipe vraiment. Exactement. Voilà. D'une fédération. Ouais, sous-développée. Voilà, on va pas dire de nom. Après, ils disent que certains joueurs ont eu l'information. Donc il devait la rendre publique. Mais Zama, je pense qu'il pouvait s'asseoir avec les joueurs et dire que de l'information, s'il est public, ça va créer énormément de problèmes. Et laisser l'information jusqu'à l'après-Coupe du Monde. Non mais attends, toi tu parles d'information, moi je conteste le fait. C'est-à-dire qu'une fois que le fait, moi je le comprends pas. Moi je pense que imagine qu'un club marocain
aille démarcher Renard la veille de la Coupe du Monde, les fans du club marocain, ils vont lui dire ce qu'il y a de dire. Sachant que Lopetegui passe son temps à dire quoi? À dire à ses joueurs, restez concentrés, ne répondez pas aux agents, ne vous occupez pas de votre avenir. Lui, pendant ce temps, il négocie. Et il joue contre qui pour terminer en beauté? Le Portugal qui est mené par son joueur à lui. À un moment, tu veux bien faire n'importe quoi, mais tu t'es mis dans une situation. Après, tu peux faire taire les critiques, machin. Mais là, moi, je suis étonné. C'est que moi, les spécialistes du foot espagnol me disaient, c'est pas grave. C'est une équipe en autogestion. À la limite, c'est une belle aventure qui démarre. Ramos, par exemple, avec son capitana, son statut, sa grinta et son côté un peu, son charisme. Dans ce cas-là, il n'avait qu'à jouer sans entraîneur depuis le début. Bah, écoute, c'est quasiment ce qu'on m'a dit. Et pourtant, dimanche, je peux te garantir qu'il leur a manqué un entraîneur parce que, voir une équipe comme ça Lopetegui n'allait pas faire jouer Iniesta. Peut-être. Mais en tout cas, ça manquait de coaching, on est d'accord. C'était lent, c'était. Moi, je trouvais que ça manquait. Je vais peut-être encore insister, mais je suis désolé. Quand tu rentres cette équipe espagnole, quand tu parles des observateurs espagnols eux-mêmes, mais les observateurs du monde entier voient cette équipe-là après avoir mis 3-0 à l'Italie, après avoir mis 6-0 à l'Argentine, après avoir montré de très belles choses tout au long de l'année au niveau de ses joueurs, parce que c'est là de l'équipe qui va à part De Gea, effectivement, qui était catastrophique. Mais de côté, de Carvajal à Isco ou alors à Asensio et Lego, c'est quand même que des noms qui ont fait une très belle saison. Donc tout le monde voyait l'Espagne aller loin, mais personne ne pensait que l'Espagne viendrait aussi affaiblie physiquement. Je le répète, contre la Russie, ils mettent un pied devant l'autre. Bien plus qu'un entraîneur, je pense qu'il aurait fallu de l'entraîneur et de la fraîcheur physique aussi. Oui, mais c'est des noms, mais c'est pas les meilleurs, tu vas me dire. C'est pas les meilleurs dans leur club. C'est-à-dire, tu me sors Carvajal, Isco. C'est pas les meilleurs au Real. Au Real, c'est Modric, c'est Ronaldo. Ils sont espagnols. On parle des meilleurs espagnols dans leur club. Mais je parle des meilleurs espagnols. Est-ce qu'ils sont vraiment les meilleurs dans leur club? Bien sûr. Attends, mais tu rigoles quoi? Carvajal n'est pas le meilleur à droite du Real? Non, mais c'est pas parmi les meilleurs joueurs du Real. Mais il faut qu'il soit espagnol. Tu me sors Silva à City, c'est De Bruyne. Oui, c'est De Bruyne, c'est d'autres joueurs. Mais non, ce sont des groupes. Ramos, Piqué, c'est les meilleurs de leur club. Busquets, quand Casemiro derrière te dit c'est le meilleur, Busquets est le meilleur pivot milieu défensif du monde. Pas cette saison. Je pense que si Casemiro le dit, il doit savoir un peu de quoi il parle. C'est-à-dire Isco a fait une. Mais sur son parcours, pas sur la saison. Iniesta. Alors si tu ajoutes à cela tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la fatigue, le nombre de matchs faits. C'est tout ça. Non mais c'est dingue parce qu'on se retrouve aujourd'hui à commenter ce qu'on a vu parce que ça s'est passé. Mais moi je rebondis sur ce que tu disais. Moi je connais personne qui avait des réserves sur cette équipe. On avait même l'impression que les 11 qui étaient sur le banc de touche pouvaient arriver dans le top 4 de la Coupe du Monde. Mais ça tu l'as bien vu. Moi il y a un match qui m'a rendu fou, c'est vraiment, et pour moi qui restera dans les annales véritablement, c'est Espagne-Maroc. Vraiment, parce que effectivement, on se demandait tous à quelle sauce on allait être mangé dès le tirage au sort. On s'est dit, franchement, si on s'en sort avec un nul, nous sommes des miraculés. Et Et ça, tout le monde, bien sûr. Quand tu vois l'équipe qui rentre contre le Maroc parce qu'ils avaient l'obligation de gagner, il rentre une équipe qui doit jouer une finale de Coupe du Monde. Il ne doit pas jouer normalement les troisièmes matchs de poule pour les grandes équipes. Mais pour finir premier de la poule. Normalement, les grandes équipes comme ça, les troisième matchs de poule, tu fais jouer ce qu'on appelle les coiffeurs. Ouais. Là, il rentre l'équipe type. Mais quand tu vois effectivement cette équipe type et comment elle a été arrêtée par une équipe besogneuse comme la nôtre, tu te dis qu'il y avait un problème. Et pour moi, ce problème-là, effectivement, ça pouvait être l'entraîneur. Mais c'était aussi physique. Non, mais avant les huitièmes, encore, tu disais du huitième, là, c'est le quatrième match. Dès le troisième, c'était catastrophique. Tu vois bien que cette équipe-là n'arrivait pas à bouger. Pourquoi avec notre équipe, on les arrête à ce point-là? Même contre l'Iran, ils ont eu beaucoup de problèmes à gagner. Parce que l'Iran a joué à 14 derrière aussi. Oui, mais tout le monde va jouer comme ça contre l'Espagne. Ces gens. Si, on a moins que l'Iran. On a quand même arrivé, on a mis 2 buts, on est arrivé souvent. Oui, mais on est acculé. On est acculé. Sauf que contrairement aux autres matchs, on a réussi à sortir et à porter le danger. Et c'était presque miraculeux parce qu'à un moment. On gagne 3-2 le match parce que je suis désolé pour moi, le but de Amrabat, il est rentré. 2-1 alors. Enlève aussi le but espagnol, il dit 3-1. Oui, voilà, effectivement. Mais pour moi, 3-2. Ils ont marqué 2 buts espagnols. Bienvenue sur Radio Ma'arif, le podcast de foot fiction. Mais dans ce cas-là, on est passé au 8e. Non. Parce qu'on a gagné aussi face au Portugal. Là, le Portugal n'a pas gagné. Par contre, Amrabat, il a mis une frappe, une menace dans la lucarne. Incroyable. Et qu'est-ce qu'on a fait alors en 8e? On a pris l'avion, je pense qu'on est rentré. Bon, on fait une pause et on revient pour parler des pénaltys, un grand thème de notre podcast. Vous êtes sur Fréquence Foot.
Vous êtes sur Radio Ma'arif, le podcast foot, et on va parler des pénaltys. Alors il s'est passé un miracle aujourd'hui, c'est une Coupe du Monde complètement folle. La grande équipe d'Angleterre, qui était surtout grande par sa capacité à louper ses pénaltys, elle a vaincu le signe indien et drivé par Southgate, qui est le un spécialiste de l'échec de pénalty, a réussi à sortir les Colombiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont fait une préparation spéciale, Amine, tu me racontes ça? Oui, effectivement, apparemment, pour pouvoir vaincre ce signe colombien et donc pas indien aujourd'hui, une préparation psychologique notamment, pas technique, parce que les mecs savent tirer des pénaux, c'est des professionnels, mais psychologique avec un monsieur qui est venu, qui les a drivés longtemps par rapport à ça, et notamment dans les 37, pour mieux gérer psychologiquement la marche des 30, on dit les 35 derniers mètres qui séparent le rond central du point de pénalty. Exactement. Ouais. Effectivement, parce ça dure quand même une bonne dizaine de secondes où ça cogite beaucoup dans les esprits et où ça peut conditionner ta manière effectivement d'aborder ce geste technique, parce qu'on va le répéter que c'est un gros geste technique dans la Est-ce qu'on concentration. peut en profiter là tout de suite pour tuer une idée horrible comme quoi c'est une loterie? Ça n'a rien d'une loterie, c'est un geste technique. C'est de la chance ou là, Non. C'est un ballon, un adversaire, un duel mental et technique. Exactement. C'est le sport, c'est du sport. Et il faut être bien préparé Bien pour sûr, mentalement. mais Alain Chirer, c'est pas de la chance. Ouais. Qui draba 90, c'est tout. Et donc voilà, les Anglais ont pris un préparateur mental, et pendant longtemps, c'est quelque chose qui n'a pas duré juste une semaine ou 15 jours. C'est bien avant la Coupe du Monde pour pouvoir justement y faire face si d'aventure ils venaient avoir à tirer les pénaltys. C'est devenu un vrai complexe à un moment. Donc j'imagine qu'ils ont dû préparer plusieurs jours au cas où jette une séance de pénalty. Il y en a vraiment la preuve, il passe en quart de finale grâce à ça. Contre l'Allemagne déjà en 90, contre l'Allemagne en 96. Il y avait aussi une deuxième idée reçue. Il y avait la première qui est une loterie. Il y avait la deuxième qui était que c'était pas quelque chose qui se préparait. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs qui partaient du principe qu'on n'arrivait pas à reproduire les conditions des pénaltys. Les pénaltys, c'est à la fin des prolongations, dans un état de nerfs total, un état de fatigue total. Et moi, je connais, je sais pas où j'avais lu qu'il y avait des équipes qui se préparaient en faisant rentrer, non, même un public qui insultait le joueur pendant les fameux 35 mètres. Les mises en condition, les vraies mises en condition. Oscar avait préparé les joueurs du Raja pour une séance de pénalty. La finale 99 contre Tarji. Ouais. Et Shadley avait préparé les tireurs. Apparemment, Oscar, l'histoire vous devez certainement la connaître mieux que moi. Apparemment, Oscar aussi avait anticipé de jouer à 10. Il avait fait. Non. Alors après, il avait fait. Peut-être parce qu'à l'époque jouer contre une équipe tunisienne, c'était certainement jouer à 10. Alors, puisqu'on est sorti du sujet, mais c'est intéressant, il m'avait dit qu'il avait préparé une mise en place à 10. Et qu'il s'attendait effectivement à avoir un rouge très tôt. Bon, il arrivait à Gelindo très vite, mais il avait surtout dit aux joueurs qu'il allait lui faire un cinéma et envahir le terrain, qu'il fallait pas qu'il arrête, qu'il s'inquiète parce qu'il voulait juste que ça s'arrête là. C'est-à-dire que c'était maîtrisé en fait. Après, sincèrement, Oscar est un bonhomme qui était tellement fort en coaching, en psychologie, en machin, que tu peux t'attendre à ce genre d'initiative. Moi, je trouve que ça colle parfaitement à notre sujet, parce que préparer les pénaltys, c'est préparer effectivement des échéances importantes à un instant T, et c'est ce qu'il a fait. Alors, je crois que tu avais quelque chose à nous dire sur Coquet et ce pénalty horriblement mal tiré. Oui, parce que c'est Fabregas en fait qui en parle dans une chaîne anglaise. Il a dit en fait c'est la pire façon avec laquelle on peut tirer un penalty. À savoir. C'est vrai. Et qu'à tirer un penalty mal fort mal tête. Les mi-hauteurs. C'est un classique. Les mi-hauteurs. C'est ce qu'il a tiré au fait. Mais par contre, il y a une vidéo aujourd'hui qui traîne, que je vous invite à voir sur les réseaux sociaux, qui fait environ 2 minutes 30, 2 minutes 30, pourquoi? Parce qu'il y a 2 minutes avant les tirs de pénalty, 30 secondes après effectivement que Coquet est raté, ou pendant la mise en place et les choix des joueurs que Hierro a fait, t'as Diego Costa qui vient le voir, qui lui dit il faut pas que Coquet tire. Il va voir qui? Il va voir Hierro. Diego Costa, d'ailleurs, elle est facilement. Il faut pas que Coquet tire. Et Diego Costa, et Hierro ne l'écoute pas, et Diego Costa insiste. Il va voir les joueurs un par un. Il va voir Ramos, le capitaine. Mais pourquoi il va pas voir Coquet directement? Sur la vidéo, tu le vois aller voir Coquet, mais très vite Coquet ne l'écoute pas. Non, mais moi si je vais tirer un penalty et j'ai mon pote qui m'a dit, qui va me dire Aditzglo, mais surtout qu'il y a une histoire. Il doit y avoir une histoire. On va quand même rappeler que c'est deux joueurs d'Atlético, donc il doit y avoir une histoire. Et d'ailleurs, dans la penalty et la vidéo est sous-titrée en français, donc vous pouvez la voir et la comprendre aisément. Tu vois que quand Coquet tire et qu'il rate,
Diego Costa qui sort du rang, qui se retourne vers Hierro et qui lui fait je te l'avais dit. Limite, je le savais parce qu'il y a un précédent. Il y a dû avoir quelque chose. Et par la suite, il passe 30 secondes à discuter. Comme quoi il fallait pas tirer. C'est donc une catastrophe ce Hierro. Il aurait dû laisser sa place de coach à Diego Costa, en tout cas sur les pénaltys. Au moins sur les pénaltys. Il n'aurait pas laissé Coquet tirer, c'est certain. Voyez la vidéo, elle est très D'ailleurs, Hierro était pour longtemps le buteur de l'équipe d'Espagne. Grâce au péno. Grâce au péno et coup franc. D'accord. Donc on a eu un Southgate qui a tiré des pénaltys, enfin le pénalty le plus foireux de l'histoire de l'Angleterre, qui a qualifié son équipe, et Hierro qui était un bon tireur de pénalty, qui a planté son équipe. Exactement. Analysez-moi ça les amis, vous avez 2 minutes au chocolat. Moi encore pire, imagine un jour Zaza, le joueur italien, est coach et qui doit tirer des pénaltys. Non, il faut imaginer que Zaza fasse une école de tir de pénalty. Exactement. Là, il faut imaginer Zaza faire les 35 mètres avec un double pas. Des petits pas chassés comme ça. Sur les 35 mètres, en fait. Bon, les amis, on va attaquer les quarts de finale à la fin de la semaine. Vous voyez qui, là? Moi, la France, le Brésil. On a en résumé 4 équipes qui ont déjà gagné la Coupe du Monde, on va les répéter. Donc, France, une édition, Brésil, 5 éditions, l'Uruguay, il y a très longtemps, l'Angleterre. Ouais, les 2 premières, je pense. Non, 30 et 50. 30 et 50, ouais. Mais l'Uruguay, l'Angleterre, 66. Mais vous savez, l'Uruguay, vous avez remarqué, ils ont 4 étoiles sur leur tenue. Ouais, au lieu de 2. Au lieu de 2. Ouais. Donc parce que peut-être ils font comme un club que tu connais bien. Je sais pas de quoi vous parlez. Non. Ils auraient mis 7 en fait. Ils confondent du négatif. Parce qu'avant Christophe Colomb, effectivement. Non, en fait, apparemment, avant la Coupe du Monde, la FIFA reconnaissait les JO. D'accord. Et donc l'Uruguay avait gagné les 2 juste avant la Coupe du Monde. De 1930. Donc. Exactement, avant 1930. Et donc, ils reconnaissent qu'ils ont gagné 4 Coupes du Monde. Et donc, c'est pour ça que l'Uruguay a cette possibilité de mettre 4 étoiles dans leur tenue. Eh ben, écoute, tu auras une nouvelle raison de supporter l'Uruguay, Amine. Ouais, faut croire. Moi, je veux juste. Pour leur green Tyler. Pour rester sur l'Uruguay et ces Coupes du Monde, d'avant la Coupe du Monde, on a beaucoup tapé sur la FIFA avec ce VAR, etc. C'est un organisme qui est très critiqué, qui a même des problèmes avec la justice, etc. Je voudrais quand même, juste par honnêteté intellectuelle, rappeler le plus grand exploit de la FIFA pour moi, et c'est le suivant. Alors, vous savez peut-être que le sport le plus populaire des années 40, 50, c'était pas le foot, c'était la boxe. Et la boxe, qu'est-ce qu'il a tué, la boxe? C'est la multiplication des fédérations et le côté illisible des titres. Voilà, WBA, WBC. Et donc du coup, ce sport a été tué par le fait qu'il a été éclaté entre plusieurs organismes et que très peu de sportifs ont réussi à réunir les titres pour avoir une vraie légitimité. Il y a eu des tentatives pour avoir d'autres coupes du monde que celle de la FIFA. Il y a eu par exemple, d'ailleurs une tentative très tôt dans l'histoire du football international qui était faite sur le modèle de la Coupe du Monde, où il fallait battre le tenant du titre pour être tenant du titre, avec un système de challenger. Voilà. Il y a eu une tentative de Berlusconi dans les années 90 pour faire une autre Coupe du Monde. Ces tentatives n'ont jamais réussi parce que la FIFA défend son business bec et ongles. Et sincèrement, c'est une des choses qu'elle a réussi. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à lui reprocher, mais ça, je pense qu'on peut la remercier parce que cette compétition, pour moi, elle est au-dessus de toutes les autres. Voilà. La FIFA, pour rester dans la continuité de ce que tu dis aujourd'hui, a tellement bien maîtrisé et défendu son précaré qu'elle est aujourd'hui limite plus puissante que l'ONU parce qu'elle a plus d'affiliés que l'ONU. Et aujourd'hui, elle est un des organismes. On va quand même rappeler que la FIFA a commencé dans un simple appartement. Et aujourd'hui, c'est un organisme qui détient en cash plusieurs milliards de dollars posés. Bien sûr, ouais. Parce qu'ils sont censés redistribuer ou du moins aider au développement de football. Ils le font très très peu. Et aujourd'hui, c'est un organisme qui est multipuissant. Et je le répète encore, avec beaucoup plus d'affiliés que l'ONU. Alors, vous m'avez toujours pas répondu. Alors, est-ce que le geste incroyable de Favard est l'annonciateur d'une espèce de baraka surnaturelle qui ressemble aux équipes qui gagnent à la Thuram? Est-ce que le Brésil, logiquement, va avoir sa 6e étoile on les a toutes vues celles-là. Par contre, il n'y a pas d'étoile avant. Est-ce que on va avoir un Uruguay qui revient de l'histoire pour son centenaire, ou alors on va avoir un truc complètement incroyable, Belgique, Angleterre. Dites-moi comment vous voyez les choses là. Moi, je vois déjà de bons matchs, notamment entre l'Uruguay et la France, entre la Belgique et le Brésil. Beaucoup moins, je pense,
entre Suède, je crois j'ai que oublié la Suède. voilà la Suède Angleterre, Ça serait- je miserais pas grand chose dessus en termes de spectacle, encore moins Russie, Croatie. Donc je pense qu'on aura une La première Croatie, moitié. la Croatie serait un beau vainqueur, On j'ai aura, oublié on ça. aura, on Très aura, beau vainqueur, c'est ça. la On aura une moitié de Pour tout ce tableau que la à gauche. Yougoslavie a apporté Oui, au Mais football c'est ça. pour tout ce que mondial. la Croatie déjà. Alors, et même avant, Même la Croatie, on peut actuellement. commencer le curseur avant, on peut commencer à la Yougoslavie. Mais tu imagines si la Yougoslavie restait un pays entier, des joueurs de la Serbie, la Croatie, Monténégro, parce que Monténégro, Monténégro, Effectivement, ils ont une Savicevic. équipe. Tu sais qui c'est qui m'a dit ça? Boban. Non, Pjanic. 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 Voilà, Oui, et la Miralem. Bosnie. Et la Bosnie. Et Bosnie. aussi. Pjanic, voilà, exactement. Mais en même temps, on sent dans cette équipe-là, que soit la Yougoslavie, qui était spectaculaire, celle de 90 par exemple, avec Mihailovic, etc. Il y a une espèce de, je sais pas, peut-être une faiblesse mentale. On a l'impression que ça craque quand ça arrive dans le Mais au-delà de la dernier, faiblesse mentale, ce à dernier La 8 ans. Croatie plusieurs fois. Moi, j'aimerais juste mettre un petit bémol à ce que Croatie fait demi-finale en 98. quand tu lis parfois des petits récits historiques, on te raconte quand même que ces belles équipes de Yougoslavie à l'époque étaient déjà tiraillées par plein de conflits en interne, sûr. en joueurs C'est ça le musulmans. problème, hein. Donc c'était une équipe qui n'aurait jamais Mais pu, ce qui- même rester ensemble, qui n'aurait jamais pu vivre. Mais ce qui- Parce qu'à un moment ou un autre, les conflits politiques auraient pris le dessus. C'est À vrai. certains moments, quand les conflits ont commencé, ils avaient fait une réunion en interne pour décider que les guerres qui étaient menées n'allaient pas influer sur la vie de l'équipe. Moi, je veux- Donc en moi, fait, je ils vois- avaient fait un genre de gentleman agreement entre eux pour ne pas en parler. La guerre sévissait, le pays était encore Mais elle musulman. s'est vite coupée après la. Oui, après, Il y a un elle a bouquin fini par qui se a couper, été, il y a un mais bouquin c'était qui pas a- évident, hein, même à Mais ce qui l'intérieur. est sûr, c'est que c'est. que ça Et soit c'était pas du Barça réel, hein, c'était bien sûr. plus, c'était bien Surtout la pire. Croatie, c'est une équipe les 12 ديما الكواري ديما كانوا عندها الكواري au moins كتلقى un ou deux في l'équipe au moins. Quand tu parles des Boban ou la Ilda Banic, tout ce qui est Ah, la Modric, Serbie aussi, hein, Rakitic. tu te rappelles pas de Zama, c'est une équipe pareille, gagne la Coupe du Monde. Zama, ça Pixi, sera une très comment belle il chose. s'appelait, qui a joué à Marseille? À Marseille, on l'appelle Pixi, effectivement, Euh, qui s'appelait... L'attaquant. Non, milieu de terrain, terrain. l'Achara. Milieu de terrain. Bon, bref, ça On va nous revenir. retrouvera, ouais. Il y a un bouquin qui s'appelle Le penalty qui a déclenché une guerre civile et qui parle un peu de ce que tu dis là. C'est quoi? C'est l'histoire. C'est qu'en fait, pendant que les politiques préparaient la partition Stojkovic. pendant que les politiques préparaient la partition de la Yougoslavie en 90, l'équipe de Yougoslavie a fait un super parcours. Elle s'est fait éliminer, si je me rappelle bien, par l'Argentine au penalty. Et l'histoire de le penalty qui a déclenché une guerre civile, c'est qu'au moment où les politiques préparaient cette scission, il y a eu un sentiment national yougoslave par rapport aux performances de l'équipe nationale. Et que plus l'équipe nationale passait les tours, moins cette partition était possible et plus les dessins obscurs et lugubres de ces gens par rapport à ce qui a suivi. Et ce penalty, enfin la thèse du bouquin bien sûr c'est exagéré, c'est romancé, mais c'est intéressant, c'est de dire si ce penalty avait été marqué, probablement qu'à partir de la demi-finale on n'aurait pas pu se séparer, en tout cas pas aussi vite. Voilà. Ouais, mais pas, moi c'est là où le bouquin trouve ses failles, c'est quand tu vois le témoignage Bouquin qu'on des n'a joueurs. pas lu, hein, on discute. Non, enfin dans ton discours, enfin, comme tu le racontes en tout cas. Tu vas commenter le résumé de quelqu'un qui l'a pas lu, c'est-à-dire qu'on est typiquement Comme tu l'as raconté toi. à l'aise, quoi. Comme tu l'as raconté À toi. l'aise, à l'aise. Par contre, moi ce que j'ai lu, c'est les témoignages des joueurs de l'époque qui te disaient effectivement que c'était hyper attendu et que c'était tacite entre eux. C'est-à-dire quand on arrive en concentration, match, on n'en parle pas. On sait que nos deux clans s'entre-déchirent parce que voilà, musulmans, pas musulmans, mais on n'en parle pas. Et qu'il y avait des horreurs à l'époque, on n'en parle pas. Et une fois la compétition terminée, on pouvait laisser libre cours. Ça arrive aussi avec l'Irak de Une Jordan. horreur. Aussi d'autre chose, c'est que même dans leur absence, ils nous ont permis d'avoir l'une des plus belles histoires du foot. C'est que 92, c'est l'épopée du Danemark. Danemark, effectivement, qui l'emporte. Les joueurs اللي كانوا بزاف فيهم كانوا في لا بلاج وتجمعوا ومشاو الدولة مع ولادهم les barbecues. D'ailleurs, l'Audrup aîné ne vient pas. Non. Bien sûr. C'est ça C'est la beauté du foot, l'impossibilité de prévoir et d'analyser une équipe qui ne fait pas de préparation, qui débarque en famille, qui fait des barbecues et qui gagne l'Euro, qui est une compétition très très compliquée à l'époque. Voilà, ou le Mexique qui fait une préparation un petit peu spéciale et qui tape l'Allemagne dans son premier match. Dans la foulée. C'est les premiers à utiliser le VAR. Voilà, tu peux dire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on aime le foot. Donc on va soutenir la Croatie, c'est ça, si j'ai bien résumé. Ouais, une belle destination de vacances. Brésil. Ouais. Ok. La Belgique aussi est une très belle défense. La Belgique. Belle équipe, si elle défend un peu mieux que lors de son dernier match contre le Japon, effectivement. On se sent un petit peu concerné quand on voit Fellaini et Chadli. On peut parler d'un coaching gagnant aussi. Hein. Ouais, oui. Mais voilà, même. Ou on peut parler d'un coaching perdant au début aussi. Tu peux dire les deux. Voilà. Moi, Fellaini et Chadli n'ont jamais été des titulaires en puissance. Donc, mais c'est une belle équipe. Qui défend un peu mal, mais c'est une belle équipe. On parlera d'écart après l'écart. Merci les amis. C'était le podcast de Radio Ma'arif. Restez fidèles parce que nous, on va pas lâcher cette affaire de sitôt.